des costumes qu'il n'avait pas. D'abord, Johnny était quand même un grand conservateur. Ouais. C'était un artiste qui conservait beaucoup. En 2025, Laetitia Hallyday est toujours millionnaire. Et pourtant, elle a tout perdu. Comment une femme entourée de villas, de bijoux et de gloire a-t-elle pu se retrouver à vivre dans une maison louée, à compter ses dépenses, tout en portant sur ses épaules l'un des héritages les plus lourds de la culture française ? C'est cette contradiction, presque violente, qui fascine aujourd'hui la France entière. Pendant des années, Laetitia incarnait une image presque irréelle du bonheur et de la réussite. Aux yeux du public, elle semblait flotter au-dessus des réalités ordinaires. Les jets privés faisaient une partie de son quotidien. Elle partageait son temps entre Los Angeles et Saint-Barthélemy, comme d'autres hésitent entre la mer et la campagne. Les robes Dior glissaient sur elle avec la même évidence que le jean sur le commun des mortels. Tout semblait facile, naturel, presque mérité. Mais ce que peu de gens voyaient, c'est que ce luxe reposait sur un équilibre fragile, un empire bâti autour d'un nom mythique, celui de Johnny Hallyday. Tant qu'il était vivant, la machine tournait à plein régime. Concerts, albums, contrats, droits d'image, tout fonctionnait comme une horloge parfaitement huilée. Laetitia n'était pas seulement l'épouse du rocker le plus célèbre de France, elle était aussi la gardienne discrète de cet univers. Puis, vint décembre 2017. La mort de Johnny n'a pas seulement bouleversé une famille, elle a fait vaciller tout un système. Aux funérailles, la France pleurait une idole. Dans l'ombre, un autre drame commençait, celui d'une femme qui héritait non pas d'un coffre-fort rempli d'or, mais d'un labyrinthe de contrats, de dettes, de lois contradictoires et de souvenirs impossibles à monnayer. À l'extérieur, rien ne semblait changer. Laetitia continuait d'apparaître élégante, digne, presque intouchable. Beaucoup pensaient « elle est riche, elle s'en sortira toujours ». Mais derrière les sourires et les lunettes de soleil, la réalité était bien plus cruelle. Être millionnaire sur le papier ne signifie pas avoir de l'argent disponible, et c'est là que le mirage du luxe commence à se fissurer. En 2025, quand on regarde sa vie de plus près, le contraste est saisissant. Les villas mythiques ont disparu, certaines vendues à perte, d'autres détruites par le feu. Les voitures de collection, symboles d'une époque flamboyante, ont été sacrifiées une à une. Même les objets les plus intimes, ceux qui racontaient pendant une histoire d'amour et de musique, ont fini par devenir des marchandises. Non par choix, mais par nécessité. Et pourtant, Laetitia n'est pas ruinée. Les chiffres officiels parlent encore de dizaines de millions d'euros. Une fortune qui, vue de loin, fait rêver. Mais en réalité, cette richesse est prisonnière, enfermée dans des droits d'auteur, des royalties, des structures juridiques complexes réparties entre la France et les États-Unis. Un argent qui existe, mais qui ne protège pas du quotidien, ni des factures, ni de l'angoisse. C'est cette dualité qui rend son histoire si troublante. Comment peut-on être à la fois riche et vulnérable ? Comment peut-on posséder un empire musical et se sentir au bord du gouffre ? Laetitia Hallyday est devenue le symbole d'une vérité que beaucoup refusent de voir. Le luxe n'immunise pas contre la chute, il peut même la rendre plus brutale. Lorsque Johnny Hallyday s'éteint en décembre 2017, la France se fige. Des millions de fans pleurent un héros national, une voix qui a traversé les générations, un homme devenu presque un monument. Mais pendant que le pays enterre son idole, une autre histoire commence, plus silencieuse, plus froide et infiniment plus dangereuse, celle de son héritage. Aux yeux du public, la succession semble évidente. Johnny Hallyday, c'est une carrière colossale, des dizaines d'albums, des tournées mythiques, des droits d'auteur qui continueront de tomber pendant des décennies. On parle rapidement de chiffres vertigineux, près de 100 millions d'euros. Pour beaucoup, Laetitia est alors perçue comme la femme la plus protégée de France. Riche, à vie, à l'abri pour toujours. Mais cette vision est une illusion, car l'héritage de Johnny n'est pas un compte en banque. C'est un organisme vivant, complexe, instable, un empire musical bâti sur des contrats, des catalogues, des accords internationaux, des droits à l'image, des redevances et surtout des obligations fiscales. Beaucoup d'obligations. Le dernier album de Johnny, Mon pays, c'est l'amour, se vend à plus d'1,5 million d'exemplaires en quelques semaines.
Un triomphe historique. Des millions d'euros affluent. Chaque réédition, chaque coffret anniversaire, chaque diffusion à la télévision relance la machine. Sur les plateformes de streaming, sa voix conquiert de nouvelles générations, générant plusieurs millions d'euros par an. Sur le papier, tout semble parfait. Mais dans la réalité, cet argent ne repose jamais tranquillement. Il circule, il est audité, contrôlé, disputé. Une partie est gérée aux États-Unis, une autre en France. 2 systèmes fiscaux, 2 logiques juridiques, 2 administrations qui réclament leur dû. Pour Laetitia, le deuil se double d'un apprentissage brutal, celui d'un monde où chaque euro gagné est déjà convoité. Et puis il y a une autre vérité, plus intime, plus lourde encore. Vivre de cet argent, c'est vivre de la mort de Johnny. Chaque succès posthume est à la fois une victoire économique et une piqûre émotionnelle. Comment célébrer des chiffres quand ils sont liés à une absence irréversible ? Comment avancer quand votre survie financière dépend de la voix de l'homme que vous avez aimé ? Peu à peu, la pression monte. Les avocats entrent en scène. Les experts comptables dissèquent les comptes. Les journalistes flairent le scandale. Et très vite, une question explosive surgit au grand jour. À qui appartient réellement cet empire ? Car Johnny n'a pas laissé qu'une veuve et 2 filles adoptives. Il a aussi laissé 2 enfants biologiques, Laura Smith et David Hallyday. 2 noms, 2 héritiers, 2 absents du testament californien. Là, lorsque cette information éclate, la France s'embrase. Les journaux parlent d'un testament de la discorde. Les plateaux télé s'enflamment. L'opinion publique se divise. Laetitia devient alors un personnage tragique. Pour certains, elle est la mère courage qui protège l'avenir de ses filles. Pour d'autres, elle est la femme accusée d'avoir accaparé l'héritage d'un monument national. Chaque geste est scruté, chaque silence est interprété, chaque apparition publique devient un procès. Et pendant que la bataille morale s'installe, la réalité financière continue de se durcir. L'argent rentre, oui, mais il est déjà enchaîné. Chaque euro est accompagné d'une question, d'une taxe, d'une menace juridique. La fortune de Johnny ressemble de plus en plus à un cadeau empoisonné. Un trésor qui brûle les mains de celle qui le tient. Laetitia comprend alors une chose essentielle. Hériter d'un mythe, ce n'est pas recevoir une protection. C'est accepter de porter un fardeau. Un fardeau fait de chiffres, de souvenirs, de conflits et de regards accusateurs. Et ce fardeau, elle va devoir le porter seule, ou presque. Lorsque le contenu du testament de Johnny Hallyday est rendu public, la France bascule dans une forme de sidération collective. Personne ne s'attendait à une onde de choc d'une telle ampleur. Le document, rédigé en Californie, lègue l'intégralité de la succession à Laetitia et à leurs 2 filles adoptives, Jade et Joy. Les 2 enfants biologiques de Johnny, Laura Smith et David Hallyday, n'y figurent pas. En quelques heures, ce n'est plus seulement une affaire familiale, c'est une affaire d'état émotionnel. En France, la loi protège les enfants et empêche qu'ils soient totalement déshérités. En Californie, au contraire, la liberté testamentaire est presque totale. 2 pays, 2 visions de la famille, 2 conceptions de la justice. Et au milieu de ce choc juridique, une femme, Laetitia. Très vite, les médias s'emparent du récit. Les unes parlent de trahison, de manipulation, de veuve toute puissante. Les plateaux de télévision se transforment en tribunaux improvisés. Les chroniqueurs décortiquent chaque mot, chaque choix, chaque silence. La France ne cherche plus à comprendre, elle veut juger. Laura et David décernent fois de eux de contester le testament devant les tribunaux français. Ils réclament leur part, non seulement au nom de la loi, mais aussi au nom du sang. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de reconnaissance. Être les enfants de Johnny Hallyday, ce n'est pas un détail symbolique, c'est une identité. Pour Laetitia, cette bataille est un cauchemar. Elle se retrouve accusée d'avoir brisé une famille déjà fragile, d'avoir isolé Johnny de ses aînés, d'avoir influencé ses dernières de volonté. Chaque déplacement, chaque photo, chaque déclaration devient une preuve à charge ou à décharge. Elle n'est plus une veuve endeuillée, elle est un personnage de tragédie nationale. Derrière les portes closes des cabinets d'avocats, la guerre est totale. Des procédures sont lancées à Paris, d'autres à Los Angeles, les stratégies juridiques s'opposent, les coûts explosent, les délais s'allongent. Pendant plus de 2 ans,
La succession Hallyday devient l'un des dossiers les plus complexes et les plus médiatisés de l'histoire récente. Et pendant ce temps, l'argent continue de tomber, les royalties s'accumulent, les ventes explosent, les plateformes de streaming diffusent la voix de Johnny jour et nuit, une ironie cruelle. Plus le conflit s'envenime, plus la machine financière tourne, comme si la musique survivait à tout, même à la guerre des vivants. Mais ce conflit n'est pas seulement juridique, il est profondément humain, il ravive des blessures anciennes, des absences, des jalousies, des incompréhensions jamais réglées. Johnny, même disparu, continue de diviser ceux qui l'aimaient. Son silence devient un gouffre dans lequel chacun projette sa propre vérité. Finalement, après des années d'affrontements, un accord est trouvé. David Hallyday renonce officiellement à toute réclamation, déclarant vouloir la paix. Laura Smith accepte une compensation financière et récupère des souvenirs personnels de son père. Une guitare, des carnets, des objets chargés d'émotions. Le scandale s'éteint officiellement. Mais les cicatrices, elles, restent bien visibles. Pour Laetitia, cette victoire juridique a un goût amer. Elle conserve le contrôle de l'héritage, mais au prix d'une image profondément abîmée. Aux yeux d'une partie du public français, elle restera longtemps celle qui a divisé la famille Hallyday. La confiance est rompue, l'affection populaire fissurée. Et surtout, cette guerre a laissé derrière elle une réalité encore plus lourde, des frais colossaux, des années perdues, une fatigue morale extrême, car gagner un procès ne signifie pas gagner la paix intérieure. Laetitia sort de cette bataille affaiblie, isolée et confrontée à une vérité implacable. L'héritage qu'elle a défendu avec tant d'acharnement est aussi celui qui l'a précipitée au bord du gouffre. Une fois les projecteurs braqués ailleurs, une fois les cris médiatiques apaisés, Laetitia se retrouve seule face à un ennemi beaucoup moins spectaculaire, mais infiniment plus redoutable. Les chiffres. Pas ceux qui font rêver, pas ceux qu'on affiche dans les magazines, mais ceux qui tombent comme des couperets sur les bureaux des avocats fiscalistes. Les dettes. Car derrière l'héritage musical et les millions annoncés se cache une réalité brutale. Près de 30 millions d'euros réclamés par les administrations fiscales françaises et américaines. Des années de dépenses somptuaires, de structures juridiques complexes, de déclarations différées ont laissé une ardoise vertigineuse. Et cette fois, il n'y a ni chanson, ni tournée, ni standing ovation pour alléger la note. Laetitia découvre alors ce que peu de gens imaginent. On peut être riche et étranglé à la fois. Les droits d'auteur existent, oui, mais ils arrivent lentement, sont partagés, taxés, contrôlés. Or le fisc, lui, ne négocie pas avec les émotions. Il exige des échéances claires, immédiates, payées, maintenant. Commence alors une série de décisions douloureuses, des choix qui ne relèvent tant plus du confort, mais de la survie. Le premier coup porté au cœur est la vente de la villa de Pacific Palisades, une maison baignée de soleil, achetée avec Johnny, remplie de souvenirs des derniers moments heureux avant la maladie. Laetitia avait juré qu'elle n'y toucherait jamais. Elle la vend pourtant, rapidement, à un prix bien inférieur à sa valeur réelle. Un arrachement. Puis vient le tour du manoir de Marnès-la-Coquette, en France. Le lieu exact où Johnny a rendu son dernier souffle. Une demeure presque sacrée aux yeux des fans. Là encore, Laetitia cède. Non par envie, mais par nécessité. Ce qui valait autrefois des dizaines de millions est bradé pour éponger une partie des dettes. Chaque signature chez le notaire est une défaite intime. Mais ce n'est pas tout. Les voitures mythiques disparaissent une à une. Les Harley-Davidson, symboles de liberté et de rock'n'roll, les américaines de collection, les objets qui racontaient une vie hors norme. Même certaines guitares, certaines vestes de scène, certaines bottes foulant les plus grandes scènes du monde se retrouvent dans des ventes privées. Pour beaucoup de fans, c'est un choc. Pour certains, une trahison. Et pourtant, derrière ces ventes, il n'y a ni cynisme, ni indifférence. Il y a une logique cruelle. Acheter du temps. Gagner quelques mois, parfois quelques semaines de répit. Comme l'écrira un jour un magazine français, elle ne vend pas des souvenirs, elle achète du temps. Une phrase glaçante, mais terriblement juste. Le train de vie de Laetitia change alors radicalement. Fini les jets privés, les hôtels à 6 étoiles, les dîners quotidiens dans les restaurants les plus chers. Elle voyage désormais en classe économique. Elle décline certaines invitations mondaines. Non seulement pour des raisons financières, mais aussi par fatigue morale. Se montrer riche quand on se sent fragile
devient une épreuve. Ce dépouillement forcé agit comme un révélateur. Pour la première fois depuis des années, Laetitia doit vivre sans le décor du luxe permanent. Et dans ce silence nouveau, une question obsédante s'impose. Jusqu'où faudra-t-il aller ? Combien de souvenirs faudra-t-il encore sacrifier pour satisfaire des chiffres sans visage ? Car malgré les ventes, malgré les concessions, il reste encore des millions à payer. Le fisc consent parfois à réduire des pénalités, à étaler certaines sommes, mais l'épée de Damoclès demeure. Les intérêts courent, le calendrier se resserre, et la pression ne retombe jamais. À ce stade, beaucoup auraient craqué, beaucoup auraient disparu, se seraient enfermés dans l'amertume ou la colère. Laetitia, elle, avance, fatiguée, critiquée, parfois incomprise, mais debout, sans faste, sans protection, simplement portée par une volonté, ne pas sombrer. Il y a des épreuves dont on ne se relève jamais vraiment. Des moments où le destin, déjà cruel, décide d'enfoncer la lame encore plus profondément. Pour Laetitia, ce moment porte une date précise, une nuit de janvier, une nuit où le feu est venu effacer ce que ni les procès, ni les dettes, ni les ventes forcées n'avaient réussi à lui prendre. Ce soir-là, à Pacific Palisades, le vent souffle fort, trop fort. En quelques minutes, un incendie se propage à une vitesse folle, avalant les collines de Los Angeles. Lorsque l'alerte est donnée, il est déjà trop tard. La maison que Laetitia avait achetée après des années de tourmente, symbole fragile d'un nouveau départ, est encerclée par les flammes. L'évacuation est chaotique. Elle n'emporte presque rien. Pas le temps, pas le choix. Quand elle se retourne une dernière fois, elle sait que cette maison ne sera plus jamais la même. Quelques heures dedans plus tard, il ne reste que des cendres. Sur Instagram, le message qu'elle publie est d'une sobriété bouleversante. C'est comme perdre une partie de mon âme. Il ne reste que des cendres et des souvenirs. Mais ce que le public ne comprend pas encore, c'est l'ampleur réelle de la perte. Car à l'intérieur de cette maison, il n'y avait pas seulement des meubles et des murs, il y avait l'invisible, des enregistrements inédits de Johnny, jamais dévoilés, des carnets de paroles écrites de sa main, des photos de famille que personne n'avait jamais vues, des vidéos de l'enfance de Jade et Joy, des trophées destinés à une future exposition hommage, toute une mémoire patiemment conservée, réduite en poussière en quelques minutes. Même les objets les plus banals deviennent soudain irremplaçables. Une guitare posée dans un coin, un vieux blouson, un disque dur oublié dans un tiroir, tout disparaît. Et comme si cela ne suffisait pas, la maison était sous-assurée. Une situation courante en Californie où les primes ont explosé ces dernières années. L'indemnisation ne couvrira jamais l'ampleur des dégâts. À cet instant précis, l'argent n'a plus aucun sens. Ce n'est plus une question de millions, mais de vide. Laetitia ne perd pas seulement un bien immobilier. Elle perd ce qu'elle avait réussi à sauver du passé. Elle perd Johnny une seconde fois. Non plus l'homme, mais la trace de l'homme. Les proches parlent d'un changement radical après cette nuit. Elle devient plus silencieuse, plus introspective, comme si une partie d'elle s'était refermée à jamais. Une amie confiera plus tard. Elle a survécu à la mort de Johnny, mais l'incendie, ça, c'était autre chose. Pendant des semaines, Laetitia disparaît presque totalement de l'espace public. Pas de tapis rouge, pas de mondanité, pas de publications soigneusement mises en scène. Elle trouve refuge chez des amis, loin des regards, loin du bruit, marcher sur la plage, regarder l'océan, respirer, tenter de comprendre comment continuer après une telle perte. Cette nuit-là marque un tournant irréversible. Après les procès, après les dettes, après les sacrifices matériels, Laetitia se retrouve face à une vérité nue. Il n'y a plus rien à préserver du passé. Il ne reste qu'une option, avancer, autrement. Après l'incendie, quelque chose s'est définitivement déplacé en Laetitia. Comme si le feu avait brûlé non seulement des murs et des souvenirs, mais aussi une manière d'être au monde. Lorsqu'elle réapparaît, des semaines plus tard, ce n'est plus la même femme que le public reconnaît. Plus discrète, plus lente, plus vraie peut-être. Elle s'installe d'abord temporairement chez une amie à Malibu, loin de l'agitation médiatique, puis peu à peu, elle trouve refuge dans une maison louée près de Venice Beach. Rien à voir avec les villas d'autrefois. Une demeure moderne, épurée, presque anonyme. Des murs clairs, des rideaux en lin, une cuisine ouverte. Un lieu sans ostentation, mais apaisant. Pour la première fois depuis longtemps, Laetitia n'habite plus un symbole. Elle habite un espace de transition. Son quotidien se réorganise autour de l'essentiel.
Ses filles, Jade et Joy, deviennent son centre de gravité. Jade, désormais adulte, étudie la communication visuelle et la mode en Californie. Joy, encore adolescente, termine sa scolarité dans un lycée bilingue. Laetitia n'est plus la femme qui court d'un continent à l'autre. Elle est une mère présente, attentive, parfois inquiète, souvent fière. « Elles m'ont sauvé », confiera-t-elle un jour. « Quand j'étais perdue, elles m'ont donné une raison de continuer. » Le luxe, lui, n'a pas totalement disparu. Il a changé de visage. Fini le spectaculaire. Place au choix, à la retenue. Elle conduit une Tesla, symbole d'un mode de vie plus durable. Elle s'habille toujours avec élégance, mais privilégie désormais les coupes simples, les matières naturelles, les tons doux. Son style devient un langage silencieux, celui d'une femme qui n'a plus besoin d'en faire trop pour exister. Peu à peu, un autre chapitre s'ouvre, plus inattendu. Laetitia partage son temps entre la Californie et la côte atlantique française. Là-bas, elle retrouve un homme, Frédéric, entrepreneur discret, loin du monde du show business. Une relation née sans tapage, sans mise en scène, un lien construit lentement, prudemment. Pour la première fois depuis la disparition de Johnny, elle ose regarder vers l'avenir sans culpabilité. Ce nouvel équilibre n'est pas seulement sentimental, il est aussi existentiel. Laetitia commence à s'impliquer dans des projets concrets, notamment dans l'hôtellerie et le branding. Elle conseille, observe, apprend. Elle ne se présente plus uniquement comme la veuve d'une légende, mais comme une femme capable de bâtir autrement. À 50 ans passés, elle réinvente sa place. Son engagement humanitaire, longtemps critiqué comme un simple vernis, prend une autre dimension. Sa fondation poursuit son travail auprès des enfants défavorisés. Et surtout, Laetitia ose parler du deuil, de la maternité, de la santé mentale, des sujets rarement abordés par les célébrités françaises de sa génération. Cette parole fragile, imparfaite, mais sincère, lui vaut un regain de sympathie, notamment auprès des femmes qui se reconnaissent dans ses failles. Bien sûr, tout n'est pas réglé. Les dettes ne se sont pas évaporées. Les obligations fiscales demeurent. Les revenus issus de la musique de Johnny continuent d'alimenter la machine et continueront encore longtemps. À partir de demain, elle devra payer. Encore. Mais désormais, elle sait pourquoi elle le fait. Non pour entretenir une illusion, mais pour protéger un équilibre. En 2025, Laetitia Hallyday n'est plus la reine des tapis rouges. Elle n'est plus l'icône de l'excès. Elle est devenue autre chose. Une survivante. Une femme qui a tout perdu, ou presque, et qui a choisi de ne pas se perdre elle-même. Et c'est peut-être là que réside la véritable question de cette histoire. Est-ce le grand retour d'une battante, plus forte après la chute, ou assistons-nous au dernier chapitre d'une légende française qui s'efface doucement, sans bruit, loin des projecteurs? Dites-le moi en commentaire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne. Parce que derrière les fortunes et les noms célèbres, il y a toujours une chose qui nous relie tous, la fragilité humaine.